Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle leçon sur la géographie de la classe de seconde, nourrir les hommes. Mieux nourrir les hommes, mieux nourrir la population mondiale donc, est un objectif premier du développement durable. Et aujourd'hui il est toujours d'actualité puisque 850 millions d'êtres humains souffrent encore d'une sous-alimentation chronique alors que la malnutrition touche environ 2 milliards de personnes. D'ailleurs, le nombre de sous-alimentés est même de nouveau en augmentation après un recul notable. Donc, on va pouvoir poser la problématique suivante. Comment nourrir 9 milliards d'hommes en 2050? Alors, tout d'abord, voyons la croissance des populations, croissance des productions. Il s'agit de mettre en face à face les deux et voir comment chacune a augmenté, ou comment chacune a évolué en tout cas. Petit 1, une croissance rapide des populations et de la production. Alors, on a assisté bien sûr à une augmentation de la population mondiale, et même si la croissance démographique ralentit aujourd'hui avec la fin de la phase de la transition démographique, la population mondiale devra atteindre 9 milliards d'habitants en 2050. Parallèlement, on a vu l'augmentation puis le ralentissement de la croissance agricole. En effet, d'une manière globale, la production agricole a augmenté plus vite que la population, puisqu'elle a été multipliée par 2,5. Alors, il va falloir voir un petit peu pourquoi, les facteurs d'une telle augmentation de la croissance agricole. D'abord, le premier facteur, c'est la mise en valeur de nouvelles terres, notamment au moyen de la déforestation. C'est le cas au Brésil, en Indonésie, et au total, on ne cultive de façon permanente que 12% des terres émergées. Alors, on peut se dire que il y a des réserves de terres, mais bien sûr, cela pose les problèmes environnementaux et sociaux connus. Le deuxième facteur, c'est l'intensification des productions, c'est-à-dire l'accroissement des rendements dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Il faut noter la définition de rendement. C'est une mesure en fait, c'est la quantité produite par unité de surface, généralement exprimée en quintaux, c'est-à-dire 100 kg, c'est la quantité produite, ou en tonnes, 1000 kg bien sûr, à l'hectare, ça c'est l'unité de surface. Donc cette intensification a permis l'augmentation bien sûr de la croissance agricole. Mais depuis 2001, le rythme de la production agricole s'est ralenti. Alors pour des raisons variables qui sont liées notamment à des changements climatiques qui sont liés aussi à une augmentation de la population mondiale. Petit 2, un inégal accès à la nourriture. Alors, les inégalités d'accès à la nourriture sont flagrantes à toutes les échelles. On va voir d'abord la sous-alimentation. Un des objectifs de développement durable aujourd'hui est de diminuer le nombre de sous-alimentés. Malgré tout, on peut se rendre compte que plus de 1 milliard d'habitants souffrent de la sous-alimentation. 860 millions il y a quelque temps, mais ce chiffre est en constante augmentation. Qu'est-ce que la sous-alimentation? On dit aussi sous-nutrition. C'est l'insuffisance quantitative de la ration alimentaire quotidienne qui ne peut alors satisfaire les besoins de l'organisme. Ce sont principalement les pays du Sud qui souffrent le plus de la sous-alimentation. Par exemple, les pays de l'Afrique subsaharienne sont à la fois atteints par la sous-alimentation et par les famines. D'ailleurs, la sous-alimentation se retrouve à toutes les échelles. On peut prendre l'exemple du Brésil. Le Brésil, c'est un grand pays agricole. On l'appelle parfois la ferme du monde, et pourtant, il compte aussi des millions de sous-alimentés. La cause essentielle de la sous-alimentation est la pauvreté, c'est-à-dire le manque d'argent, mais aussi la pauvreté en outillage et donc qui induisent des techniques rudimentaires d'agriculture. Mais il peut y avoir d'autres causes qui viennent s'ajouter, des raisons politiques, les
des raisons climatiques, le manque d'eau, les mauvaises récoltes, qui entraînent des mauvaises récoltes. Donc, il y a une dépendance alimentaire des populations sous-alimentées. Il y a un deuxième phénomène, c'est la malnutrition. La malnutrition touche environ la moitié de la population. On entend par malnutrition l'insuffisance qualitative de la ration alimentaire quotidienne. Alors faites la différence entre sous-alimentation et malnutrition. La malnutrition, c'est lorsque les calories ingérées, que ce soit en moins ou en plus, n'apportent pas les besoins de l'organisme. Alors cette malnutrition, elle touche à la fois les pays pauvres et les pays riches, y compris sous la forme de l'obésité qui est en plus rapide progression que la sous-alimentation. Le problème de la surnutrition concerne de plus en plus de personnes, aujourd'hui 300-350 millions dans le monde. Elle est traditionnellement présente dans les pays riches, mais elle s'étend aussi dans les pays émergents, notamment. Alors, face à ces problèmes et à cet inégal accès à la nourriture, il va falloir voir, grand 2, comment assurer la sécurité alimentaire aujourd'hui et demain. La sécurité alimentaire, c'est le fait de disposer de denrées alimentaires, de produits si vous préférez, en quantité suffisante toute l'année. Alors là, on va opposer quand même deux grands systèmes. D'abord, l'abondance de l'agriculture productiviste dans les pays du Nord. Là encore, une définition à apprendre. Agriculture productiviste, c'est un type d'agriculture produisant en grande quantité et dont les récoltes sont essentiellement tournées vers l'exportation. Plusieurs causes expliquent les succès de l'agriculture productiviste. On peut citer la mécanisation, l'irrigation, l'utilisation de pesticides, engrais, ce qu'on appelle les intrants agricoles, la sélection végétale, le recours aux OGM, organismes génétiquement modifiés, ou la sélection animale. Et de par ces facteurs, les rendements ont fortement progressé. Mais dans le même temps, l'agriculture productiviste transforme les espaces. On peut citer les cultures sous serre en Andalousie, les élevages hors sol aux États-Unis, les périmètres irrigués en plein désert du Moyen-Orient, ou encore la monoculture céréalière du bassin parisien. A l'inverse, on peut noter, petit 2, l'insuffisance de l'agriculture vivrière dans les pays du Sud. Alors d'abord, on entend par agriculture vivrière un type d'agriculture produisant de faibles quantités et dont la récolte est tournée vers la satisfaction des besoins d'une famille. L'agriculture vivrière se caractérise d'abord par des rendements très faibles, ce qui contribue à la sous-alimentation. D'ailleurs, les 3/4 des personnes souffrant de la faim dans le monde appartiennent à des familles d'agriculteurs faisant ce type d'agriculture. L'agriculture vivrière souffre du peu d'investissement financier de la part des États, et d'ailleurs elle est souvent négligée au profit des cultures commerciales. Et donc, ces pays doivent importer quasiment toutes les denrées alimentaires. On parle alors de dépendance alimentaire. J'en ai parlé précédemment. Mais clairement, cette façon de faire l'agriculture vivrière, ou cette manière de le voir par les États, renforce l'insécurité alimentaire. Notez bien la définition. L'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas disposer à tout moment de l'année d'une nourriture suffisante. Alors la question qui va se poser, et qui se pose déjà d'ailleurs, c'est comment produire plus? On le sait, il faudra augmenter la production agricole de 70% d'ici à 2050 pour pouvoir nourrir 9 milliards d'êtres humains. Il y a plusieurs solutions pour produire plus. Il y a l'augmentation des surfaces cultivées, qui est la première solution, soit par l'irrigation, soit par la technique des fronts pionniers, c'est-à-dire la déforestation. C'est déjà le cas en Amazonie, en Indonésie, en Afrique équatoriale, mais on le sait, cela pose des problèmes environnementaux. Alors, du coup, la solution la plus préconisée, c'est l'intensification des cultures, c'est-à-dire l'augmentation des rendements. Sur le même espace, 1 hectare, 5 hectares, 1000 hectares, on essaie de produire
plus au lieu de chercher à augmenter les surfaces cultivées. C'est le principe sur lequel repose la révolution verte en Asie. Alors, on entend par ce terme l'ensemble des mesures prises pour favoriser l'augmentation des productions alimentaires des pays en développement. Essentiellement l'utilisation d'intrants, donc pesticides, engrais chimiques, la mécanisation, les nouvelles variétés notamment issues des OGM. Ceci dit, la révolution verte n'est pas sans poser de problèmes, et notamment des problèmes de pollution des sols et des cours d'eau qui sont très importants par exemple en Chine ou en Inde, là où elle s'est principalement faite, et donc certains appellent aujourd'hui à une révolution doublement verte, c'est-à-dire l'augmentation des rendements, mais tout en protégeant plus l'environnement. Ce qui nous fait la transition à la troisième partie d'ailleurs, parce que finalement, la question c'est est-ce qu'on peut développer les agricultures durables? D'abord, il faut partir quand même des limites du modèle productiviste. L'agriculture productiviste a permis la hausse des rendements agricoles nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population. Bon, ça, c'est acté, c'est sûr. Mais ce modèle a des limites et ne permet pas dans l'état actuel d'envisager un développement durable de l'agriculture mondiale. Ces limites reposent sur plusieurs raisons. D'abord, le modèle productiviste favorise la concentration des terres agricoles au profit des grandes exploitations. Les fluctuations également des prix agricoles mondiaux se fait en fonction des récoltes, ce qui fragilise l'accès aux denrées alimentaires de certaines populations plus pauvres. On a vu par exemple en 2008 des émeutes de la faim. De même, la recherche du profit dans ce type d'agriculture encourage le développement de productions agricoles non destinées à l'alimentation, par exemple pour les agrocarburants. Et enfin, le modèle productiviste entraîne dans la plupart des cas une dégradation de l'environnement. D'où le petit 2, produire et consommer durablement. Donc, afin de répondre aux besoins alimentaires des générations présentes, sans compromettre le développement des générations futures, il va falloir produire des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante, tout en respectant l'environnement. On peut citer plusieurs pistes qui sont explorées par certains pays, notamment des pays du Nord. D'abord, limiter les intrants chimiques. Je parlais tout à l'heure de la révolution doublement verte. On peut également parler de l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture, vous avez la définition, qui n'utilise pas de produits chimiques. On peut aussi parler de l'agriculture raisonnée, qui utilise des produits chimiques, mais qui le fait de manière plus limitée. Un autre axe pour favoriser et la production durable de denrées, c'est de favoriser la consommation de produits sains avec la labellisation, par exemple les AOC, ce genre de label. Et puis enfin, ça serait développer les échanges mondiaux plus équitables, pour inverser cette tendance des inégalités des échanges mondiaux, notamment dominés par les pays du Nord. Alors, c'est une voie possible. Bon, aujourd'hui, seuls 1,5 à 2% des échanges mondiaux se font sur le modèle du commerce équitable, c'est-à-dire un commerce qui assure un minimum de revenus aux producteurs. Voilà, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour une question, une remarque ou autre. Et puis, j'espère que cette leçon vous aura aidé.